Vikir dirigea la dague vers la main de Camus, qui cria de peur, appelant son oncle à l'aide. D'un mouvement rapide, Adolphe apparut derrière Vikir, avec une expression féroce, exigeant qu'il s'éloigne de sa nièce. Camus saisit l'occasion pour s'échapper de l'emprise de Vikir, et se réfugia derrière son oncle. Furieux, Adolphe demanda des explications à Hugo. Que signifiait cet affront? Hugo regarda Vikir et reconnut qu'il était allé trop loin dans sa plaisanterie. Vikir révéla alors que le couteau n'était qu'un jouet, un objet couramment utilisé dans la famille Baskerville, dès le plus jeune âge. Adolphe était choqué qu'un tel jouet soit donné aux enfants, et il exigea des excuses de la part de Vikir, qui s'excusa humblement auprès d'Adolphe, lui assurant qu'il n'avait pas l'intention de faire pleurer Camus. Cependant, Adolphe était toujours en colère, et accusa Vikir de prendre la situation à la légère. C'est là qu'Hugo intervint, disant que les adultes ne devraient pas s'immiscer dans les querelles des enfants, et tenta de désamorcer la tension en changeant de sujet. Il suggéra de se concentrer sur le sujet de la mine de Rubis et des duels amicaux à venir. Adolphe hésita, mais accepta finalement d'écouter Hugo. Camus, encore bouleversé et en larmes, avertit Vikir qu'elle n'oublierait pas ce qui s'était passé. Mais ce dernier, imperturbable, se contenta de sourire en réponse. Le jour des duels tant attendu arriva, et tous les enfants âgés de 8 à 15 ans se rassemblèrent pour démontrer leurs compétences. Alors que les plus jeunes se livraient à des tests en théorie ou démontraient leur sensibilité au mana, les plus âgés volaient la vedette, avec leur prouesse au combat. Mais cette année, tous les regards étaient tournés vers le combat entre deux clans de grande renommée, le clan Morg et le clan Baskerville, les deux talents de leurs clans respectifs. Camus Morg et Vikir van Baskerville allaient s'affronter pour la toute première fois lors d'un duel amical. Camus cria à Vikir de se préparer, car elle n'avait aucune intention de se retenir. Sans perdre de temps, elle commença à conjurer un sort complexe, des cercles magiques se matérialisant devant elle. Les spectateurs ne purent s'empêcher de s'exclamer. Était-ce réellement une quadruple incantation? Le fait est qu'elle puisse lancer simultanément 4 sorts était impressionnant, surtout à l'âge de 8 ans. L'audience était ébahie, reconnaissant que Camus était le talent incomparé du clan Morg. Camus dirigea son attaque vers Vikir, lançant 4 sorts différents à la fois. Cependant, Vikir parvint à esquiver tous ses sorts avec aisance. Avec une pointe de critique dans sa voix, Vikir suggéra à Camus de se concentrer sur la maîtrise d'un seul sort, au lieu d'essayer d'impressionner la foule, avec des sorts tape à l'œil. Camus gloussa d'un ton moqueur. Un sombre idiot osait lui donner des leçons en magie, avec ses maigres connaissances. À la vue de Vikir, qui s'élançait vers elle, elle riposta en utilisant un sort de mur de sable, faisant apparaître un mur de sable entre eux. Mais Vikir brisa facilement le mur, d'un coup de pied rapide, disant d'un air nonchalant que le traité d'idiot était un peu dur. Camus fut surprise par la force de Vikir, se demandant si c'était le pouvoir d'un Baskerville, qui avait baigné dans le fleuve Styx. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, Vikir surgit soudain devant elle. Il était trop tard pour esquiver. Elle ferma les yeux, pensant qu'elle avait baissé sa garde. Mais à sa surprise, elle ne sentit aucun choc. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle vit la main de Vikir à quelques centimètres de son front, s'apprêtant à lui donner une pichenette. Contre toute attente, le coup de doigt l'envoya voler en arrière. Adolphe, qui observait, ne pouvait pas croire qu'un simple coup de doigt avait une telle puissance. Se frottant le front avec sa main, Camus tenta d'apaiser la douleur. Elle demanda à Vikir pourquoi il l'avait frappé de la sorte. Comment osait-il la sous-estimer? Cependant, Vikir se contenta de sourire et pointa son front. Son front était douloureux, n'est-ce pas? Peut-être qu'il devrait mettre fin au duel, avant que les choses ne dégénèrent. Camus, les yeux presque en larmes, refusa d'abandonner. Elle serra les dents et conjura un autre mur de sable. Cette fois-ci, elle créa 2 murs et s'exclama fièrement que Vikir n'avait aucune chance de le traverser. Vikir ne semblait pas impressionné par ces murs de sable. Il pouvait simplement les contourner. Cependant, il décida de jouer le jeu et se prépara à percer les murs d'un coup de poing. Avec un bruit sourd, sa main traversa les 2 murs de sable. Il regarda Camus à travers le trou béant, lui demandant à qui appartenait le bras qui avait traversé le mur. Incapable de répondre, une autre pichenette atterrit sur le front de Camus. Vikir s'exclama que la réponse était la main du plus fort. Camus était à terre, tenant son front douloureux. Furieuse et embarrassée, elle se mit à bombarder Vikir de sa magie. Ce dernier esquivait ses attaques avec aisance, pensant qu'il était beaucoup plus difficile de s'occuper d'enfants qu'il ne l'avait imaginé. S'il le voulait, il pourrait facilement lui tordre le cou en une fraction de seconde. Mais il savait que cela causerait un problème sérieux entre les 2 familles, et se résolut plutôt à la calmer. Du coin de son œil, Vikir remarqua que 2 autres concurrents se battaient dans l'arène derrière lui. Il décida d'user d'autrui, afin de s'occuper de Camus. En se tournant vers les autres concurrents, il vit un épéiste trancher les sorts d'un mage, avec son épée imprégnée de mana, justement ce qu'il lui fallait pour exécuter son plan. Pendant ce temps, Camus, de plus en plus furieuse, ne comprenait pas pourquoi ses attaques ne touchaient pas Vikir. Elle cria à Vikir d'arrêter de fuir et de l'affronter proprement, mais celui-ci ne lui prêtait que très peu d'attention. Il perçut que le mage derrière lui s'apprêtait à lancer un sort puissant. C'était le moment parfait pour s'exécuter. Avec un sourire maléfique, il conseilla à Camus de préparer un sort défensif.
Celle-ci, d'abord confuse, vit ensuite l'attaque du mage arrivé derrière Vikir. Adolf, qui observait le duel de loin, vit clair dans le plan de Vikir et sauta sur ses pieds. Mais il était trop tard. Une puissante explosion recouvrit l'arène, sous les cris d'Adolf et du reste des mages du clan mort. La fumée avait englouti l'arène, rendant la vue impossible. À l'intérieur, Camus était agenouillé sur le sol détruit. Elle avait conjuré un sort défensif, juste à temps pour éviter l'explosion. Elle n'était pas blessée, mais les flammes n'avaient pas épargné ses vêtements. Des larmes lui montèrent aux yeux, alors qu'elle s'imaginait être vue dans cet état. Soudain, Vikir apparut devant elle et lui couvrit les épaules de sa veste. Camus fut choqué par son attitude, ne comprenant pas pourquoi il l'aidait, alors qu'elle était son ennemie. Elle protesta faiblement, mais Vikir l'ignora. Elle lui dit qu'il serait exposé s'il lui donnait sa seule veste. Mais Vikir ne s'en souciait point. Camus ne comprenait pas pourquoi Vikir prenait soin d'elle, malgré leur rivalité. Elle remarqua alors que Vikir saignait du bras et le lui fit savoir. Vikir fut surpris de voir une blessure sur son corps, pourtant renforcée par le fleuve Styx, et réalisa que cet imbécile d'épéiste derrière lui avait mal contrôlé son aura. Alors que le nuage de fumée commençait à se dissiper, Camus et Vikir furent révélés au public. Adolf était soulagé de voir que Camus était indemne. Le public remarqua que la jeune fille était au sol, mais celui qui saignait était le jeune Baskerville, rendant difficile de déterminer le vainqueur du combat. Ceux dans l'audience ne purent s'empêcher d'admirer la musculature impressionnante de Vikir, qui se tenait torse nu dans l'arène. Ils furent impressionnés par sa capacité à entraîner son corps à un si jeune âge. Les yeux de Camus semblaient différents alors qu'elle regardait Vikir. Un léger rougissement se répandait sur ses joues alors qu'Adolf serrait sa nièce dans ses bras. Elle continua à jeter des coups d'œil à Vikir, ne comprenant pas pourquoi elle se sentait attirée par lui, malgré leur conflit précédent. Après la bataille, Hugo et Vikir marchèrent dans un couloir faiblement éclairé. Hugo se tourna vers Vikir et lui demanda ce qu'il avait pensé de son duel avec la jeune mage du clan mort. Vikir répondit que c'était intéressant et qu'il en avait déduit le but de cet événement une fois de plus. Hugo acquiesça. Un combat avec un mage était différent d'un combat entre épéistes. Il demanda ensuite pourquoi Vikir n'avait pas porté le coup décisif. Vikir hésita avant d'admettre qu'il était confus quant à la façon de traiter la jeune dame du clan mort. Hugo le prévint que baisser sa garde pendant un combat pouvait lui causer des ennuis et sa récente blessure devrait lui servir de leçon. Vikir fut surpris. Hugo était soucieux de sa santé. Il n'avait pas beaucoup de souvenirs de ce qu'était Hugo dans sa jeunesse, car il était toujours si froid, strict et brutal. À l'époque, des rumeurs circulaient, selon lesquelles sa personnalité avait durci après qu'il ait perdu sa première femme et sa fille aînée. Mais cela importait peu à Vikir. Changeant de sujet, Hugo demanda à Vikir ce qu'il pensait du problème des mines de rubis. Vikir suggéra de céder le contrôle des mines au clan mort. Devant le regard surpris d'Hugo, Vikir expliqua que le clan Baskerville avait pour mission principale d'étendre ses territoires et que les monstres et barbares vivant autour des mines de rubis pouvaient devenir un problème lors de leur expansion dans cette région. Il proposa d'utiliser le clan Mord pour minimiser les pertes lors de leur expansion. Hugo approuva le raisonnement de Vikir et renchérit. Une fois que le clan Morg aurait le contrôle des mines de rubis, ils y assigneraient un grand nombre de gardes. Tout ce qu'ils auraient à faire, c'est de pousser les monstres et les barbares dans cette région, leur permettant ainsi de résoudre tous les problèmes d'un coup. Hugo était confiant que si cela se produisait, le clan Morg réfléchirait à 2 fois avant d'entrer dans leur territoire. Hugo posa sa main sur la tête de Vikir et reconnut que l'idée de Vikir était très semblable à ce qu'il avait en tête. Vikir, quant à lui, ne fut pas surpris, car l'idée était à l'origine celle d'Hugo. Il l'avait exécutée dans sa vie passée, sur ses ordres. Vikir suggéra ensuite de surveiller les mouvements du clan Morg. Mais Hugo ne pensait pas que cela était nécessaire, car il avait déjà augmenté le nombre de chiens de garde, scrutant la zone. Alors que Hugo et Vikir marchaient, la voix d'Adolf les interrompit. Appelant Hugo, ces derniers se tournèrent vers Adolf, qui mentionna qu'il avait quelque chose à discuter avec eux avant de partir. Ils prirent place dans une salle voisine, et devant l'air interrogateur d'Hugo, Adolf proposa de résoudre pacifiquement le problème des mines de rubis, et mentionna que les frais d'exploitation n'étaient qu'une des nombreuses suggestions. Il proposa ensuite l'idée des fiançailles, entre les enfants des clans Morg et Baskerville. Alors qu'Hugo et Adolf discutaient des détails, Camus regardait Vikir avec un rougissement sur le visage. Hugo demanda à Adolf quel enfant il avait en tête pour l'engagement. Adolf suggéra une union entre le fils aîné des Baskerville et la fille aînée des Morg, Camus. Il vanta les mérites de sa nièce, affirmant qu'elle était une enfant incroyable, dotée à la fois de beauté et de connaissances, ne manquant de rien. Adolf suggéra que Camus serait un excellent choix pour l'enfant connu sous le nom de Soleil de Baskerville. Mais Hugo fit remarquer l'important écart d'âge entre son fils aîné et Camus, informant Adolf que ce dernier avait 25 ans cette année. Adolf ne considérait pas cela comme un problème,
car il n'y avait qu'un écart de 17 ans entre eux. Soudain, Camus prit la parole et déclara clairement qu'elle n'épouserait personne de plus faible que sa mère et qu'elle ne voulait pas d'un partenaire avec un grand écart d'âge. Adolphe tenta de la persuader en disant qu'elle devrait vivre seule le reste de sa vie si elle voulait épouser quelqu'un de plus fort que sa mère. Hugo ne semblait pas non plus satisfait de son attitude et lui rappela que les fiançailles n'étaient pas un buffet à sa guise. Cependant, Camus était déterminé dans son choix et affirma qu'elle n'avait pas l'intention de se dérober. Soudain, son visage devint rouge et elle regarda de côté, attirant l'attention d'Adolphe et de Hugo. Adolphe fut choqué lorsqu'il réalisa que Camus regardait Vikir et commença à le maudire intérieurement. Adolphe ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il chuchota à Camus de ne même pas y penser, car Vikir était de la descendance Van, et non pas de la descendance Le ou La, significative de la lignée directe. Adolphe croyait que quoi qu'il arrive, Vikir ne serait qu'un petit poisson dans un grand étang qu'était le clan Baskerville. Hugo, de plus en plus frustré par la situation, décida d'intervenir et rappela à tout le monde que le plus important dans les fiançailles était ce que les personnes concernées avaient en tête. Il se tourna alors vers Vikir et lui demanda son avis. Camus regarda Vikir, attendant sa réponse. Vikir échangea son regard, puis prit la parole et dit « J'accepte ». Adolphe était visiblement contrarié par la réponse de Vikir, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Vikir continua sa phrase en ajoutant « J'accepte de faire ce qu'on m'ordonne ». Adolphe était encore plus outré, se demandant comment quelqu'un pouvait avoir une telle attitude envers la princesse du clan Morg. Dans son coin, Camus rougissait de la tête aux pieds, se demandant ce que signifiait la réponse de Vikir, et ne pouvait s'empêcher de s'imaginer qu'il était plus timide qu'il ne le laissait paraître, et qu'il n'était pas opposé à l'idée de leur fiançailles. Hugo déclara que les noms et les titres n'avaient aucune signification dans le domaine des Baskerville, et que des personnes exceptionnelles venaient aussi de la descendance Van, et pas uniquement de la lignée directe. Cependant, Adolphe semblait sceptique quant à cette affirmation, surtout lorsqu'il s'agissait de Vikir. Adolphe se tint devant Vikir, l'examinant de près, tandis que Vikir, en retour, le regardait. Adolphe était un mage du 6e cercle, l'un des plus puissants du clan Morg, et un fervent supporter de sa nièce Camus. Il regardait Vikir de haut, disant qu'il ne voulait pas lui dire les choses en face, insinuant que Camus ne pouvait pas épouser n'importe qui. Vikir réfléchit à l'idée que l'engagement n'était qu'une suggestion entre les clans, et se demanda si Adolphe n'était pas satisfait du génie du clan Baskerville qu'il était. Adolphe posa sa main sur l'épaule de Vikir et y exerça de la pression, mais Vikir resta immobile. Adolphe fut surpris par la robustesse de Vikir et lui demanda s'il l'écoutait. Vikir répondit qu'il avait cessé de l'écouter depuis qu'Adolphe avait mentionné qu'il ne voulait pas lui dire les choses en face. Camus fut choqué par la réponse de Vikir, qui n'était aucunement intimidé par son oncle, un des mages les plus puissants de l'Empire. Hugo tenta de contenir son rire dans ces situations tendues. La réponse de Vikir fit rire Adolphe d'un air menaçant. Il se tourna vers Hugo et demanda à avoir une conversation plus approfondie avec Vikir. Hugo interrogea les intentions d'Adolphe, se demandant s'il allait gronder un enfant de 8 ans. Cependant, Adolphe répondit en riant, affirmant que Vikir pourrait devenir le futur mari de sa nièce, et qu'il faisait cette demande en tant qu'oncle, et non pas en tant que représentant du clan Morg. Camus tenta d'arrêter son oncle, mais Adolphe l'ignora, affirmant que cela devait arriver à quelqu'un, tôt ou tard. Il se tourna à nouveau vers Hugo, lui demandant de lui accorder l'opportunité d'avoir une conversation avec Vikir. Hugo accepta à contre-cœur, mais cette fameuse conversation n'était pas un simple échange de mots, mais plutôt un duel. Plus tard, Vikir et Adolphe se faisaient face, dans une arène. Hugo et Camus observaient depuis les côtés. Adolphe annonça qu'il testerait les capacités de Vikir et lui demanda de montrer tout ce dont il était capable. Vikir accepta, mais pensa que s'il montrait tout, Adolphe pourrait s'évanouir. Adolphe conjura un sort et commença à créer un pot, utilisant simultanément la magie du feu, de la terre et de l'eau, avec un contrôle parfait. Il remplit le pot d'eau, le plaça sur sa tête et défia Vikir. Il lui dit que s'il pouvait faire tomber une seule goutte d'eau du pot, cela serait considéré comme sa victoire. Vikir observa le pot et pensa que même dans sa vie précédente, affronter un adversaire comme Adolphe était extrêmement difficile. Un assassinat aurait 50% de chances de succès et seulement 10% de chance dans un affrontement direct. Vikir décida d'aborder la situation avec prudence, sachant qu'il devait démontrer juste assez pour satisfaire les attentes de Hugo et calmer les ardeurs d'Adolphe. Sans avertissement, Vikir chargea Adolphe, épée à la main, courant droit vers lui. Camus, observant depuis les côtés, cria à Vikir de ne pas courir droit vers Adolphe. Alors que l'épée de Vikir s'abattait sur Adolphe, ce dernier lança un sort de barrière, bloquant l'attaque. Adolphe était amusé par la tentative de Vikir et demanda à Camus pourquoi il l'avait averti.
La magie de barrière était la meilleure contre les épéistes, et il serait difficile pour Vikir de la percer avec son aura. Vikir, frustré par son attaque ratée, cliqua sa langue. Adolphe décida de passer à l'offensive et commença à lancer des sorts vers Vikir, qui les esquivait avec agilité. Camus intervint, s'exclamant que c'était injuste, car Adolphe n'avait jamais utilisé ce niveau de magie contre elle dans leur duel. Adolphe était attristé par la ferveur de Camus et lui demanda de quel côté elle était. Il se tourna ensuite vers Vikir, le traitant de salaud, et lui disant qu'il ne le laisserait pas s'en tirer. Hugo observait le combat, analysant les deux combattants. Il nota qu'Adolphe attaquait à une vitesse difficile, mais pas impossible à esquiver, et décida qu'il n'y avait pas besoin d'intervenir. Il voulait montrer au vieil homme ce dont un jeune molosse était capable. Alors que Vikir esquivait les sorts d'Adolphe, il analysait les capacités de son adversaire. Il savait qu'il pouvait utiliser ses connaissances d'avant sa régression pour obtenir un avantage, et son âge actuel pour lui faire baisser sa garde. En y repensant, il pouvait même le tuer. Adolphe sourit à Vikir, affirmant que son épée ne percerait jamais sa barrière. Cependant, les attaques de Vikir commencèrent à former des fissures sur sa puissante barrière, prenant Adolphe au dépourvu. Adolphe remarqua que Vikir attaquait le même point sur la barrière, et fut impressionné par les mouvements presque mécaniques et son habileté à l'épée. Alors que Vikir attaquait avec son arme, celle-ci se brisa en morceaux, ce qui fit sourire Adolphe, qui se moqua de lui pour ne pas avoir pris en compte la durabilité de son épée. Cependant, Hugo et Camus, qui observaient depuis les côtés, affichèrent des expressions de choc. Adolphe continua de parler, ignorant les réactions surprises de ceux autour de lui. Soudain, de l'eau commença à couler sur son visage, le couvrant complètement en quelques secondes. Adolphe cria de surprise, remarquant qu'un morceau de l'épée brisée avait réussi à percer le pot et à le tremper. Vikir, avec un sourire sur le visage, fit remarquer que le pot était vraiment plein. Camus, devant ce retournement de situation inattendu, rougit et s'exclama avec incrédulité que Vikir avait gagné contre son oncle, commençant à envisager la possibilité d'un mariage. Pendant ce temps, Hugo debout à côté de Camus réalisa que l'incident de l'épée brisée n'était pas une simple coïncidence, mais un signe du talent et de la force exceptionnelle de Vikir. Il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il élevait un chien beaucoup plus fort qu'il ne l'avait anticipé. 7 ans s'étaient écoulés depuis que les jeunes chiens étaient arrivés pour la première fois dans les terrains d'entraînement des Baskerville. Ce jour-là, ils affrontaient un monstre féroce, ressemblant à un ours avec des cornes. Alors que le monstre chargeait, les jeunes chiens l'attaquaient avec leurs épées, l'un après l'autre. Staffordshire Baskerville, l'instructeur des jeunes molosses, et un chien de l'ombre du clan Baskerville, les observaient depuis les côtés. Ils savaient que faire face à des adversaires plus forts qu'eux était une tâche intimidante. Alors il leur cria des instructions, leur disant de viser les jambes postérieures du monstre pour le ralentir, au lieu de cibler les points vitaux dès le début. Les triplés parmi les jeunes molosses coordonnaient leurs attaques, laissant le monstre affaibli. L'instructeur fut impressionné et pensa que leur aura cramoisie était digne des Baskerville. Après que les triplés eurent épuisé le monstre, les autres jeunes chiens reprirent leurs attaques et l'achevèrent. Staffordshire les applaudit et les félicita d'être devenus des experts de l'épée de rang inférieur, maîtrisant la première technique de Baskerville. Il leur rappela qu'ils affrontaient un monstre en captivité et que l'ours cornu sauvage, sur la montagne rouge et noire, serait totalement différent. Même lui ne pouvait pas affronter les plus tenaces d'entre eux. Il les avertit que leur mort pouvait survenir en un instant d'inattention et qu'ils devaient acquérir de l'expérience pour survivre. L'instructeur conclut l'entraînement de 7 ans et félicita les jeunes chiens pour leur réussite, leur souhaitant bonne chance. Après avoir terminé leur formation, les jeunes chiens commencèrent à discuter entre eux. Ils se partageaient leurs préférences pour les différents ordres de chevaliers au sein du clan Baskerville. Le premier mentionna qu'il préférait l'ordre des chiens loups, tandis que le second priorisait l'ordre des Doberman, des Pitbulls et des Rottweilers. Il y avait 7 ordres de chevaliers dans le clan Baskerville, chacun établi pour divers objectifs: la surveillance, la recherche, la garde, l'assassinat, la suppression et la guerre. Soudain, le jeune molosse demanda à son compagnon où il pensait que ce bâtard irait. Le second lui demanda de qui il parlait, et le premier lui indiqua un adolescent assis sur un ours cornu mort, qui n'était autre que Vikir. Ils continuèrent leur conversation, l'un d'eux disant que Vikir avait à lui seul vaincu un ours cornu bien plus grand que celui qu'il venait de combattre. Il était déjà au niveau d'expert de l'épée de haut rang, maîtrisant la 3e technique de Baskerville, ce qui signifiait qu'il était au niveau des chiens de l'ombre. Vikir, assis sur l'ours cornu qu'il avait terrassé, était perdu dans ses pensées. Il savait qu'il lui avait fallu plus de temps que prévu pour atteindre son niveau actuel, qui était celui d'un gradué de rang intermédiaire, maîtrisant la 5e technique de Baskerville. Bien que sa technique à l'épée se soit considérablement améliorée, il sentait que sa croissance était beaucoup plus lente qu'il ne l'avait espéré. Soudain, le majordome en chef, Barrymore, apparut derrière Vikir et l'interpella. Le majordome informa Vikir que le patriarche le cherchait et que sa mission avait été décidée. Vikir, avec une expression sérieuse sur le visage, répondit simplement bien. Vikir entra dans le bureau du patriarche. Il salua Hugo, mais ne reçut qu'un grognement en réponse.
Vikir remarqua une cicatrice sur le nez de Hugo et lui demanda ce qui s'était passé. Hugo répondit que pendant sa dernière subjugation des barbares, sur la montagne rouge et noire, un archer avait réussi à lui frôler le visage de sa flèche. Il n'avait pas réussi à la capturer, mais il lui avait infligé une blessure pareille sur le visage. Changeant de sujet, Hugo félicita Vikir pour sa remise de diplôme, mais son ton était sombre, laissant entendre que les choses allaient devenir plus difficiles. Vikir se demanda si Hugo allait parler de sa mission. Avant sa régression, il était affilié à l'ordre des Pitbulls et avait été envoyé dans la dangereuse montagne rouge et noire pour affronter la mort sans relâche pendant 2 ans. Il avait été traité comme un pion insignifiant, immédiatement envoyé en combat dès son arrivée. Vikir se souvenait que les enfants Baskerville étaient catégorisés soit comme des élites, soit comme des pions une fois qu'ils atteignaient l'âge de 15 ans. Les pions étaient envoyés mourir au combat, tandis que les élites étaient éduqués en politique et en administration. Les pions qui avaient survécu de nombreuses confrontations avec la mort devenaient finalement des gardes pour les élites. Vikir savait que la 5e technique de Baskerville existait pour permettre aux élites de rattraper les pions en termes d'expérience de combat réel. Mais sa maîtrise de l'épée n'avait pas pu dépasser la 4e technique avant sa régression. Il était inconcevable que Hugo permette à Vikir, un enfant illégitime, de suivre un parcours réservé aux élites. Les pensées de Vikir furent interrompues par Hugo, qui suggéra que Vikir devrait intégrer la chambre inférieure du Parlement. Ne comprenant pas pleinement ce que Hugo voulait dire, Vikir demanda des éclaircissements. Hugo expliqua que la chambre inférieure du Parlement comprenait la participation à l'administration régionale du territoire et à l'application de la loi du clan Baskerville. En d'autres termes, il gérait les affaires petites et grandes du clan. Vikir était surpris que Hugo l'ait choisi, un enfant illégitime, pour suivre le parcours des élites. Hugo continua en disant que les accomplissements de Vikir étaient supérieurs à celles de tout enfant considéré comme un génie dans la dernière décennie, donc il le traiterait comme tel. La position que Vikir allait occuper était celle de consul adjoint de la ville d'Underdog. Actuellement, les postes de consul et de consul adjoint étaient vacants. Hugo demanda à Vikir si cela l'intéressait. Après avoir considéré la proposition de Hugo, Vikir décida d'accepter le poste de consul adjoint de la ville d'Underdog. Cependant, avant de procéder, il évoqua un incident impliquant le clan Morg et la mine de rubis. Hugo semblait déjà au courant et fit référence à l'excellente manière employée par Vikir pour duper Adolphe Morg. Hugo lui avait promis une récompense particulière cette fois-ci, et Vikir était impatient de mettre la main dessus. Le majordome en chef, ayant une idée sur la nature de la récompense, fut choqué par la demande audacieuse de Vikir. Mais Hugo ne semblait pas s'en soucier. Il tamponna un papier et dit à Vikir qu'il lui faisait confiance, pour ne rien faire de stupide. D'un air calme, Vikir promit qu'il ne causerait aucun souci à Hugo, mais il ne put s'empêcher de trouver étrange d'être appelé fils par Hugo, quelque chose d'inimaginable avant sa régression. Le majordome en chef et Vikir marchaient dans le couloir. Le majordome parla d'un ton sérieux, soulignant la haute estime du patriarche pour Vikir, comme en témoignait sa nomination en tant que consul. Ce type de traitement était réservé aux futurs leaders du clan, et Vikir devait être préparé pour des responsabilités plus importantes à l'avenir. Cependant, Vikir n'était pas complaisant à propos de son nouveau rôle. Il reconnaissait que le succès n'était pas garanti et qu'il devrait travailler dur pour gérer les responsabilités qui lui étaient attribuées en tant que consul adjoint. Vikir pensa que c'était une opportunité pour lui d'affiner ses compétences. Les événements actuels n'avaient pas changé sa vision du clan. Ses souvenirs de sa vie précédente étaient encore vifs. Il se souvenait de la sensation de sa tête étant séparée de son corps par la lame froide de la guillotine. Vikir était décidé à faire ressentir la même sensation à Hugo le Baskerville. Dans la ville d'Underdog, un homme chauve, se tenant dans une grande villa, donna des ordres à 2 ouvriers. Il fallait s'assurer que l'endroit soit parfaitement propre pour le lendemain, car un nouveau consul adjoint de la famille Baskerville arrivait. Les ouvriers acquiescèrent à ses ordres respectueusement. Plus tard, l'un des ouvriers demanda à son compère quel genre de personne serait le nouveau consul adjoint, espérant qu'il aurait de l'expérience en affaires. Cependant, l'autre ouvrier lui dit que le nouveau consul adjoint n'avait que 15 ans. Pendant qu'il parlait, un jeune garçon s'approcha de la villa, et l'un des ouvriers le remarqua. Était-ce le gamin d'un des employés? Il l'attrapa par l'épaule, lui disant que ce n'était pas un endroit où il pouvait entrer à sa guise. Le jeune garçon qui s'était approché de la villa n'était autre que Vikir. Avec un air de colère, il ordonna à l'ouvrier de retirer sa main de son épaule, puis sortit un papier, surprenant l'ouvrier en lui montrant le document confirmant sa position en tant que nouveau consul adjoint. Les ouvriers étaient choqués. N'était-il pas censé arriver demain? Vikir ignora leur réaction et leur ordonna de préparer nourriture et boissons pour une fête qu'il allait organiser. En entrant dans la villa, les ouvriers affichaient des expressions incrédules, se demandant pourquoi le nouveau consul adjoint planifiait une fête dès son arrivée. La fête commença bientôt et les tables de la villa furent remplies de nourriture et de boissons. De nombreux nobles étaient présents, profitant des festivités et discutant entre eux. Chihuahua Baskerville, le secrétaire général de la ville d'Underdog, était agité dans son bureau. Il marchait de long en large. Il regardait par la fenêtre et ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Le nouveau consul adjoint, un jeune homme qui venait d'occuper le poste, organisait une fête sur le lieu de travail.
Chihuahua était dans un sale état, car tous ses prédécesseurs avaient été renvoyés pour avoir accepté des pots de vin. Et maintenant, ce type buvait et faisait la fête pendant les heures de travail. Chihuahua ne pouvait pas croire l'audace de ce fauteur de troubles. Alors qu'il exprimait sa frustration, Vikir apparut soudainement derrière lui et lui demanda s'il était le secrétaire général. La soudaine interruption surprit Chihuahua, qui sursauta de peur. Il fut surpris de voir Vikir et se demanda combien de temps il avait été là. Le jeune homme se présenta comme Vikir Van Baskerville, le nouveau consul adjoint. Et Chihuahua fit de même. Il se nommait Chihuahua Baskerville. Vikir répéta le nom de Chihuahua, notant qu'il n'avait pas de nom au milieu. Chihuahua se prépara pour le scénario habituel. Il savait qu'un manque de nom au milieu signifiait qu'il venait de l'extérieur de la famille et qu'il était un employé plutôt qu'un membre de sang de la famille. Chihuahua avait dû faire face à la discrimination de la part des consuls adjoints à cause de cela. Il en avait assez d'être méprisé et traité injustement parce qu'il n'était pas né dans la famille Baskerville. Cependant, Chihuahua fut surpris par la réponse de Vikir. Au lieu de se moquer de lui, Vikir posa sa main sur l'épaule de Chihuahua et dit simplement « Parfait ». Cela déstabilisa Chihuahua, qui répondit avec un regard confus. Vikir expliqua qu'il avait parcouru les informations personnelles de Chihuahua et avait remarqué qu'il venait d'Underdog. Chihuahua acquiesça, disant qu'il était né et avait grandi dans la ville. Vikir hocha la tête et mentionna qu'il savait à quel point les gens comme lui devaient travailler dur. Il n'avait pas l'intention d'interférer dans la façon dont il faisait son travail. Chihuahua était toujours un peu confus, mais répondit par un d'accord maladroit. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser que c'était une nouvelle forme de harcèlement et se demandait pourquoi Vikir était là en premier lieu, alors qu'il était celui qui avait ordonné l'organisation de la fête. Vikir tint le livre comportant les rapports de gestion de la ville, mentionnant que bien que les lois régissant la ville n'avaient pas de problème, leur exécution était une autre paire de manches. Devant l'air étonné de Chihuahua, qui s'émerveillait à la vitesse et la précision de son analyse du bouquin, Vikir expliqua que le problème d'Underdog était que de nombreux propriétaires de business illégal étaient prospères. Et par conséquent, les gangs détenaient un pouvoir au-dessus de la loi. Simplement confisquer ces business ne résoudrait pas le problème. Les leaders de ces hors-la-loi devaient être éliminés. En tant que consul adjoint, son travail était de décréter des lois et de les exécuter. Et bien qu'il respectait toutes les lois déjà en place, il avait l'intention d'en ajouter une nouvelle. Chihuahua s'exclama de surprise en entendant le mot « nouvelle loi ». Vikir hocha la tête et expliqua qu'il s'assurerait que les business illégaux seraient en ruine dans une semaine, mais il avait besoin d'une cause pour créer et exécuter cette loi. Chihuahua ne comprenait pas pourquoi Vikir avait besoin d'une cause pour se débarrasser de ces fauteurs de troubles. Vikir expliqua qu'il était encore jeune et récemment nommé consul adjoint. Il avait besoin d'une performance spéciale pour rendre cela plus convaincant. Chihuahua ne comprenait toujours pas ce plan élaboré. Vikir regarda par la fenêtre, son expression se transformant en un sourire maléfique, et dit qu'en d'autres termes, il allait lancer son appât pour attirer sa proie. Le lendemain, Vikir arriva dans la rue de Dorsmile, dans le centre de la ville d'Underdog. Une foule énorme s'était déjà rassemblée là, et les gens bavardaient entre eux. Vikir se tenait sur la scène, avec un piquet à la main. Chihuahua et ses compagnons se demandaient ce que le consul adjoint prévoyait de faire. Il s'était tenu là sans bouger depuis l'aube. Vikir, debout devant la foule, avait capté l'attention de tous. Il annonça qu'il était le nouveau consul adjoint, ce qui surprit la foule. Il ne s'attendait pas à voir un si jeune homme occupant un tel poste. Certains commentaient son apparence, tandis que d'autres doutaient de sa capacité à appliquer les lois à un si jeune âge. Vikir, ignorant les murmures, déclara que les lois de la famille Baskerville resteraient strictes et seraient respectées malgré le changement du consul adjoint. La foule cependant semblait sceptique, se plaignant de la corruption des hauts placés et doutant de la capacité de Vikir à maintenir l'ordre. Chihuahua de son côté ne put rester silencieux plus longtemps et interpella la foule pour qu'elle montre du respect envers le nouveau consul adjoint. C'est alors que Vikir, avec une force impressionnante, enfonça le piquet dans le sol, captivant toute l'attention de la foule. Il annonça ensuite une loi spéciale, la loi spéciale de Vikir, qui offrait 100 millions de pièces d'or à quiconque pourrait retirer le piquet du sol. Ce fut le silence dans la foule, puis les exclamations de surprise retentirent. 100 millions. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésite pas à la liker et à la partager. À la prochaine.